On a l'impression, Patrick Devers, que vous êtes dans 2 sur 3 films français qui sortent actuellement. À chaque fois qu'on nous parle d'un nouveau film français qui a du succès, Patrick Devers ou Gérard Depardieu, un des deux. Ouais. Mais vous tournez beaucoup depuis quelques années, depuis 77, 78. Ben écoutez, pourvu que ça dure. Mais est-ce qu'il n'y a pas un certain risque à ça? Patrick Devers, acteur important du XXe siècle, vient d'une famille d'artistes, la famille Morin. Il a commencé sa carrière au cinéma très jeune, dès l'âge de 4 ans. On peut le voir gamin dans le film Monsieur Fabre et Les Espions de Henri-Georges Clouzot. Puis, en voulant s'émanciper de sa famille, il décida de prendre ce nom que l'on connaît tous, qui vient du nom de sa grand-mère, et il commença sa nouvelle vie par de la figuration dans le film Paris brûle-t-il de René Clément. Regardez ce film et vous découvrirez tous ces jeunes acteurs et actrices qui deviendront des icônes du cinéma français. Ensuite, en 1967, il aura son premier grand rôle dans ce feuilleton télévisé Jean de la Tour Miracle. Et après avoir participé à des pièces de théâtre et avoir frappé des CRS, c'était mai 68, faut s'en rappeler, il entrera dans la troupe créée l'année d'après, le Café de la Gare, où il rencontrera Miou Miou, Coluche, Depardieu et plein d'autres. En gros, c'est un collectif qui se reconnaissait dans leur jeu et dans l'entraide qu'ils faisaient dans la troupe en n'ayant pas un sou. Et ils privilégiaient l'improvisation et l'efficacité de leurs pièces en évitant d'aller dans le domaine du théâtre classique et de boulevard. Puis, il commença ses véritables débuts au cinéma en jouant aux côtés de Belmondo dans Le Marié de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau, et après avoir joué dans avec la troupe Le Café de la Gare et avoir fait une apparition dans La Maison sous les arbres de René Clément, encore lui, il joua dans le film qui le fera connaître du monde entier avec Miou Miou et Gérard Depardieu. Les valseuses. Et là, les rôles arrivaient de tous les horizons, et il fut considéré comme l'un des plus grands acteurs de la nouvelle génération. Mais voilà qu'après Série Noire, il commença à prendre des rôles un tant soit peu d'hommes déprimés et suicidaires. Et avec son visage de poisson mort, ça aide pas. Et en plus de ça, en 1980, avant la sortie d'Un mauvais fils de Sautet, il a frappé un journaliste qui était son ami, parce que ce journaliste avait révélé dans les médias son prochain mariage. Oui, faut pas oublier que Devers a des fois un méchant caractère. Et je rappelle que pour le film Le Juge Fayard de Yves Boisset, il s'est quand même battu contre le réalisateur à cause d'un certain différend. Mais après cette bagarre, ils se sont vite réconciliés et je vous conseille de regarder les bonus de ce DVD de l'édition Jupiter pour savoir toute l'histoire. Mais suite à cette affaire, il fut blacklisté par tous les journalistes français pour tous ses prochains films. On le verra dans quelques émissions de cinéma, mais c'est tout. Alors, petite anecdote, mais pas des moindres, mais de 1976 à 1982, il fut presque à chaque fois nommé au César du meilleur acteur et il n'a jamais eu un seul prix. Je me demande si ça n'a pas pris un coup sur sa déprime, ça. Et en plus de ça, il était très accro à la drogue. N'est qu'à vous jeter, ça ira plus vite. Cherchez les interviews de ces réalisateurs qui en parlent de son addiction. Malheureusement, c'est véridique. Pourtant, il a tenu bon et remonta la pente en jouant dans des films qui l'ont remis d'aplomb. Il s'est même préparé à la boxe pour jouer dans le film de Lelouch, Edith et Marcel, pour le rôle de Marcel. Habile. Mais voilà, ce qui arriva, arriva. Le 16 juillet 1982. Patrick Devers, 35 ans, a été réclamé par tous les réalisateurs. Il devait tourner d'ailleurs un nouveau film avec Claude Lelouch dès lundi. C'est la raison pour laquelle on a eu du mal à imaginer qu'il se soit vraiment suicidé. On ne saura jamais pourquoi il a fait ce geste. On dit que ce suicide est dû soit à cause de sa rupture avec sa femme, soit peut-être, je mets les guillemets, qu'il devait de l'argent à des truands parce qu'il était accro à la drogue, ou encore qu'il n'a jamais eu de lien paternel parce qu'il n'a jamais su qui était son père, ou parce qu'il ne s'est jamais remis de ses attouchements sexuels qu'il a reçus quand il était gamin. Oh, je sens que vous êtes complotiste, vous. Mais bon, ce ne sont que des théories et c'est un grand chagrin pour tout le monde parce qu'il est parti trop tôt. Et un mois plus tard, sorta son dernier film. Hey, arrête! Pourquoi, quand je cherche un film, on me met toujours une version erronée? Je disais donc Paradis pour tous d'Alain Juchois, qui est pour moi la dernière grande valse de cet acteur. Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un putain de film.
Mais avant de parler du film, parlons de son réalisateur qui est important à suivre. Non, c'est... Alain Géchois, donc, est un réalisateur qui a débuté sa carrière en tant que stagiaire pour le film Casque d'or de Jacques Becker et a travaillé par la suite en tant qu'assistant réal pour Yves Allégret et Max Orphus. Après cette expérience, il réalisera ses propres films qui sont tous imbibés d'une anticipation singulièrement dépressive dans laquelle se croisent l'horreur et la consternation dans un quotidien proche de notre réalité. Ce qui fait dire que ce film doit être du même acabit. Donc on a Alain Durieux qui est en fauteuil roulant avec sa belle maison qui va nous raconter son histoire. Oui, je crois que j'ai un petit faible pour les flashbacks et les VOF. Mais là c'est pas rien, parce que c'est raconté par Patrick Devers. Et ça, c'est unique. Alors on retrouve Durieux avec les jambes vives qui tentent de se suicider. Comment il est mort déjà? Ah ouais. Après son ratage suicidaire, on l'emmène dans un hôpital psychiatrique pour faire des expériences sur lui pour le rendre heureux. Alors le docteur Valois, joué par Jacques Dutronc, le flash et voici que tout commence. Il se fait ramener par sa femme jusqu'à sa maison et c'est là qu'il est devenu le plus heureux des hommes. Mais voilà, bien que lui, il ait la positive attitude, Jeanne, jouée par Fanny Cotenson, et sa belle-mère Edith, jouée par Stéphane Audran, ne sont vraiment, mais alors vraiment pas sur la même longueur d'onde. J'aime bien ce monde qu'ils décrivent. Tout est doux, confortable, harmonieux. Gardez bien ça en tête, car ça aura quelque chose de capital pour l'évolution de Durieux et des autres personnages. Il se couche et voilà qu'on a la phrase mythique du film. On est bien. Et le lendemain... Vous souriez, non mais il sourit. Mais vous devriez avoir honte, monsieur Durieux. Donc on nous présente son travail qui est d'offrir une assurance sur la vie. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en foute? Une assurance sur la vie. Mais vu que Durieux n'a plus d'aspect négatif, il arrive à leur donner confiance. Et donc on nous présente ses autres collègues, Marc. Interprété par Philippe Péoter, qui a déjà joué avec Devers dans le film encore une fois Le Juge Fayard, et qui malheureusement était lui aussi accro à la drogue. Géchois n'a pas pris cet acteur par hasard. Et son patron, Giraud, joué par Pierre Attet, que vous le connaissez plutôt dans le domaine du doublage. Qu'est-ce que vous en dites, Jones? Prêt à entrer dans l'histoire? Ça va être merveilleux. Dis-moi tout, chérie. Peut-on inspirer quelques frissons électriques cette nuit? Nom de Zeus. Un bon petit casting, tout ça. Tout le monde s'en branle, moi le premier. On continue de suivre le travail de Durieux avec Marc, où ils vont dans une usine qui ne suit pas vraiment ses normes. Magnifique. Donc ils cherchent la faille malgré les explosions et... Je crois que la vanne, le tuyau, c'est pas la même section. Ils ont trouvé la mauvaise valve, mais ils vont tout d'abord, bien sûr, aider leurs collègues mourants. Il est mort, qu'il reste ici ou ailleurs, ça ne changera rien pour lui. Alors en plus d'être positif, il est cynique. Après ce malencontreux incident, et après avoir fait un examen et avoir rencontré un singe qui a eu la même expérience que lui, il rejoint sa femme au lit et elle lui pose la question difficile à répondre. Pourquoi tu m'aimes? Je crois que c'est parce que tu es vraiment jolie. Je suis habitué à toi. Et c'est bon, j'ai pas envie de changer d'habitude. Bref, après un entraînement pour garder son calme, on découvre le grand patron qui les espionnait grâce à des caméras cachées dans toute la boîte. Je trouve que vous supervisez d'un petit peu trop près. Il lui dit que s'il continue comme ça, il montera haut dans la hiérarchie. Et nous ne garderons que les meilleurs. Des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Ensuite, il va avec sa femme et sa belle-mère voir Marc et sa famille, qui lui aussi est de plus en plus anxieux. Salaud. Salaud, tu le fais exprès, tu l'as fait exprès, hein. Je savais que le tennis de table était un sport stressant. Il rentre à la maison et après une dispute de trop, Alain décide, pour que sa femme soit heureuse et épanouie, de tuer sa belle-mère. Et il la tue en lui faisant faire du sport. Vous me tuez! Vous me tuez! On va passer une bonne soirée. Décidément, je n'y comprenais rien. Cette mort ne lui faisait pas plaisir.
Ah bah je pense bien. Et là, on voit autre chose. C'est qu'Alain n'a plus une approche de réflexion. Tout ce qu'il dit et qu'il fait, il agit sans comprendre vraiment la personne. À cet acte délibéré et insolite, une certaine distance commença à se créer entre lui et Jeanne. Alors il fait un petit tour au parc pour revoir le singe qu'il a rencontré à la clinique et rencontre une autre personne qui a eu la même expérience qu'Alain. On est bien, hein? Et voilà que cette femme l'invite chez des personnes qui ont eux aussi été flashés et se regardent encore des pubs qui montrent que pour eux, le monde de la publicité est la vraie vie. Tout le monde sourit, tout le monde est heureux. C'est le paradis. Quelque temps plus tard, Durieux décide d'inviter Marc pour le consoler en allant voir ses amis de la clinique. Je ne sais pas vous, mais je le sens vraiment pas. Donc ils vont faire la fête dans une décharge. Ok, mais bon, ils s'en fichent vu qu'ils sont épanouis d'avoir trouvé le bonheur. Il ne faut jamais désespérer. Alors vous voyez, moi, ce genre de phrase, je l'entends toujours qu'il ne faut pas perdre espoir. Mais là, comme Durieux le dit, j'ai l'impression qu'il nous considère tous comme des imbéciles à ne pas savoir comment avoir le bonheur. En fait, je crois qu'on commence à voir que son personnage ne fait plus attention à ce qu'il dit parce qu'il a abandonné son parti pris et le fait est que le ton qu'il garde est tellement condescendant avec une certaine amertume envers les personnes avec qui il parle qu'il devient une machine sans aucune once de sentiment avec un cynisme déconcertant. Ouais, comme les personnes qui nous gouvernent. Le lendemain, Durieux a un appel de son patron où Marc a décidé de se supprimer en faisant la même chose que Durieux. Étant son ami, il va bien sûr le raisonner. Marc, je crois que tu fais une erreur. Je connais un moyen beaucoup plus efficace, à tous les points de vue. Oh mon Dieu, l'humanité est foutue. Et donc au lieu de l'aider, il lui vend sa mort. Et bien entendu... C'est affreux, Christiane vient de m'appeler. Marc, si tu es en voiture cette nuit. Parfait. Tout s'est déroulé comme je l'espérais. Plus les minutes passent dans ce film, et plus je vois cette démence du perfectionnisme et du marketing. Et on est déjà dans ce monde-là. Puis il retourne au boulot et est convoqué chez le grand patron, où l'on découvre que toute la salle était remplie de micros. Qui aime bien, espionne bien. On pourrait penser qu'il serait viré pour avoir incité quelqu'un à se suicider, mais non. Il commence même à faire des affaires avec son patron, en oubliant qu'il a provoqué la mort d'un homme. Que c'est pour des salauds de votre genre que j'aurais travaillé. Le docteur, voyant l'horreur de son expérience, décide de regrouper tous les sujets flashés pour, à mon humble avis, les éliminer. Je crois qu'ils le prennent plutôt bien. Mais alors, pourquoi ça commence à devenir un film de zombies? Et le cauchemar du doc ne fait que commencer. Voyant que son expérience avec les singes ne marche pas non plus et que tout le monde veut se flasher sans connaître les risques, il commença à sombrer dans la déprime et décida par regret de se flasher. Parce que je n'ai pas le choix. C'est comme un suicide, mais en plus lâche. Et maintenant que le seul homme censé a disparu, ils commencèrent à flasher la femme d'Alain, telle une meute de loups affamés. Et après un petit accident qui lui a valu à Durieux d'être handicapé à vie, ils arrivent malheureusement à l'attraper. Et là, tous les gens se précipitèrent à l'hôpital. Et puis, ils se propagèrent dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux et le monde entier. Et plus rien n'arrêtera cette recherche du bonheur, ce paradis idéal. Oh, monde de merde. En conclusion, Jéchua décrit dans ce paradis pour tous une société à la Orange Mécanique où la dépression aurait remplacé la violence et qu'un produit miracle permettrait de faire disparaître ce mal qui nous ronge de l'intérieur. Mais aussi, c'est qu'en plus de faire disparaître ce côté négatif tel que la colère, l'orgueil, la tristesse, le stress et plein d'autres,
c'est que l'on se rapproche plus d'une machine avec un cynisme malveillant. La publicité est dans ce film une mise en parallèle sur nos personnages qui veulent être des personnes parfaites avec un grand sourire. Alors que tout ceci n'est qu'illusion, ce n'est qu'un paradis virtuel effarant qui montre que ce monde est contrôlé par la publicité, la télévision. Votre désir ne vous appartient plus. Je vous impose le mien. Pour ce qui est de l'écriture de son film, il s'est inspiré de ce qu'il a vécu en Californie. Je vous fais un petit récapitulatif de ce qui lui est arrivé. Oh, bonjour monsieur. Vous allez bien? Vous profitez de cette journée ensoleillée de l'Ouest américain avec ces belles femmes qui bronzent au soleil près de la plage, avec cette mer de mercure qu'est l'océan Pacifique. Alors, comment dire? On vient de m'annuler une production pour un film, je viens de m'engueuler avec Alain Delon, et là, on vient de me supprimer mon permis parce que je ne portais pas mes lunettes alors que je porte des lentilles de contact. Donc on va pas dire que je passe une bonne journée et que j'ai envie d'aller à la plage. Vous permettez? Mayday, Mayday, code rouge, code rouge. Nous avons un homme qui n'est pas heureux. Vite, dépêchez-vous, ramenez des renforts. Je pense que je n'arriverai pas tout seul. Vous savez que je vous entends? Ah oui, il me semble que c'est ce qui s'est passé. La mise en scène a beau être simple, sobre et froid, c'est pour justement laisser en place l'acting qui est parfait à tous les niveaux et nous laisse une étrange sensation de malaise. Il ne faut pas oublier que la musique du film, composée par René Cohering et interprétée par le saxophoniste Michel Portal, nous permet de ressentir cette joie factice, fausse. Le réalisateur voulait absolument que dans tous ses films, il y ait un thème pour que la musique soit ancrée dans le long métrage. Ce film d'anticipation satirique et un peu de science-fiction, comme ses précédents films, montre une certaine peur de l'évolution scientifique, technologique et sociétaire où tout est bafoué et que rien ne va plus. Oui, pour regarder ces films, il faut avoir un bon état d'esprit pour ne pas tomber dans la déprime. Il y a un cas dont je n'ai pas parlé parce que je ne veux pas qu'on supprime ma vidéo, c'est que tous ceux qui sont flashés n'ont plus de problème avec le sexe parce qu'ils peuvent le faire avec qui ils veulent et quand ils veulent. Ils n'ont plus besoin de cacher leurs pulsions sexuelles. Et ça fait très peur parce que imaginez ces personnes flashées qui ont des pulsions sexuelles cachées bien plus tordues et que maintenant ils peuvent le faire. Et il y a un autre fait dans ce film, c'est qu'on voit bien qu'à la fin, toutes les personnes sont heureuses. Mais est-ce vraiment vrai? Est-ce que le grand patron de Durieux a-t-il vraiment été flashé ou il est resté le même? Ça, on ne nous le montre jamais. De mon point de vue, il était tout simplement heureux. Il n'avait pas de problème moraux. Il n'avait pas de problème tout court. C'est là qu'on touche un point sensible. Toutes les personnes flashées ne sont que des personnes de la classe moyenne. D'ailleurs, à un moment, ils deviennent presque des zombies assoiffés de bonheur. Et on pourrait même faire un parallèle au film de George Romero comme le film Dawn of the Dead qui critiquait la surconsommation des êtres humains. Et ce bonheur biaisé est faux parce que tout ce qu'ils veulent, c'est être comme les personnes de la publicité. Mais la recherche du bonheur est bien plus complexe que ça. Ce n'est pas être le plus riche, faire disparaître ses émotions négatives, avoir une belle maison et une femme qui vous aime. Je peux vous conseiller ce film avec Simon Pegg qui se questionne sur ce qu'est le véritable bonheur en voyageant de pays en pays. Et c'est un petit bijou, comme ce film, mais qui vous fera le plus grand bien et ne vous fera pas déprimer. Ça, je peux vous l'assurer. Et ce film, malgré un petit succès, il a quand même eu une critique injustifiée sur le fait que c'est ce qui a causé la mort de Devers, alors que comme dira Jeshua dans une interview, il le voulait ce rôle. Et Devers tient ce film comme son ultime barreau d'honneur. Sans doute peut-être pour extérioriser tout ce côté sombre qu'il gardait en lui. D'ailleurs, cette interprétation qu'il a de son personnage après le flashing, il s'est inspiré du côté positif de sa mère. Je sais pas si c'est un bon point ou un mauvais point. Mais c'est à vous d'en juger. Son jeu est fort parce que vu qu'il est toujours heureux, il a dû montrer plusieurs nuances du bonheur et on les voit au fil du récit. Et depuis sa mort, je ressens dans ce film une sensation testamentaire. On a, pour moi, toute la vie de Devers sur grand écran. Et si vous regardez bien, dans tous les métrages où il a joué, il y a au fond une partie de lui. C'est comme avec les réalisateurs, les acteurs, lorsqu'on croit que c'est pour présenter un film, c'est simplement pour montrer son passé, ses regrets, sa joie, sa passion. Et je ne peux m'empêcher à voir dans cette phrase du film On est bien, qui met bien en avant les personnes heureuses mais ayant perdu leur humanité, à mettre un certain parallèle avec le film qu'il a fait connaître.
On n'est pas bien? Il a commencé sa carrière avec une phrase négative et il a fini avec une phrase positive. Sans doute pour nous dire qu'il part avec le sourire. Tu as été grand, tu nous as montré tes peines, tes doutes, mais tu n'as jamais perdu ton envie du cinéma. C'est pour ça que je pense que tu n'es pas parti par tristesse. On garde encore un poids sur ta disparition, mais je ne peux m'empêcher de dire que tu es et resteras un grand acteur qui illuminera le ciel des années après ma vie, parce que tes films sont éternels. Et ce film qu'est Le Paradis pour tous restera comme lui une œuvre majeure du cinéma français. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. Je suis un policier, personne ne m'aime et personne pourtant ne veut jamais se dévouer. Moi j'ai le cœur à contre-cœur, mes mains en sueur, essuie mes pleurs. Tu te vois en vieux acteur? Quand tu vieilliras, quoi tu auras ressemblé? Il y a les vieux du cinéma, il y a Brasseur, il y a Simon. Comment jamais vieux? Non, je serai jamais vieux. C'est-à-dire? Moi, vieux, c'est pas dans les... On devient vieux à partir du moment où on a peur du lendemain. C'est à ce moment-là qu'on devient vieux. J'ai peur de jamais... J'essaierai de ne jamais avoir peur du lendemain.